À l'automne 1944, en France, les commandants de panzer allemands se heurtèrent à un adversaire qu'ils ne comprenaient pas. Leurs Tiger et leurs Panther inspiraient la terreur partout en Europe. 60 tonnes d'acier et de puissance de feu capables d'anéantir n'importe quel blindé allié à 2 kilomètres de distance. Et pourtant, dans la brume et les haies de Lorraine, quelque chose les traquait. Une présence furtive surgissant de nulle part, tirant un seul coup, puis disparaissant avant même que leur lourde tourelle ait le temps de pivoter. Une cible insaisissable. À plus de 1000 kilomètres de là, dans l'usine Buick de Flint, au Michigan, des ouvriers assemblaient l'arme qui allait ébranler le prestige de la cuirasse allemande. Elle pesait 2 fois moins qu'un char Sherman. Son blindage pouvait être perforé par une simple balle de fusil à courte distance. Des experts militaires des 2 côtés du front la considéraient comme un cercueil d'acier monté sur chenilles. Les Allemands étaient convaincus que les batailles de chars se gagnaient à l'épaisseur du blindage. Les Américains s'apprêtaient à leur démontrer brutalement qu'ils se trompaient. L'erreur venait d'abord de la doctrine. La guerre blindée allemande reposait sur un principe simple, éprouvé de la Pologne aux steppes russes. Plus l'acier est épais, plus l'équipage survit. Le Panther alignait 80 mm de blindage frontal incliné à 55 degrés, offrant une protection équivalente à près de 140 mm d'acier vertical. Le Tiger I affichait 100 mm sur la face avant, renforcé par 120 mm supplémentaires autour du mantelet de canon. Ces chars étaient des forteresses mobiles, conçues pour encaisser les coups et détruire l'ennemi à des distances où celui-ci ne pouvait répondre efficacement. À chaque nouveau modèle, les ingénieurs allemands ajoutaient encore du métal. Plus de blindage signifiait plus de survivabilité, donc plus de victoires. En 1944, le Tiger II entra en service avec 150 mm de protection frontale. Le chasseur de chars Jagdtiger allait jusqu'à 250 mm. Toujours plus d'acier, toujours plus de sécurité. C'était la leçon que l'Allemagne croyait avoir apprise. Cette philosophie avait balayé la Pologne en 35 jours. Elle avait écrasé la France en 6 semaines. Elle avait pénétré profondément en Union soviétique, détruisant des milliers de chars lors des premiers mois de l'opération Barbarossa. Les commandants de Panzer savaient ce qui fonctionnait. Ils l'avaient prouvé à l'échelle d'un continent. Ils s'attendaient donc à ce que les Américains livrent le même type de combat. Blindage contre blindage, obus contre obus, le plus lourd l'emportant inévitablement. Lorsqu'ils étudièrent les véhicules américains, ils furent déçus. Le Sherman n'offrait qu'environ 50 mm de blindage frontal, bien moins que les chars moyens allemands. Les chasseurs de chars américains, comme le M10, étaient encore plus vulnérables, avec des tourelles ouvertes exposant les équipages aux éclats d'obus et aux tirs d'infanterie. Les services de renseignement allemands dressèrent eux des rapports détaillés. Les Américains privilégiaient la mobilité et la production de masse au détriment de la protection. Cela semblait être une faute stratégique majeure exploitable sur le champ de bataille. Comment des véhicules aussi fragiles pouvaient-ils survivre face aux Panthers et aux Tigers ? La réponse paraissait évidente. Ils ne le pouvaient pas. Ce que les Allemands ignoraient, c'est que les Américains jouaient selon des règles entièrement différentes. L'homme à l'origine de ce changement s'appelait Andrew Davis Bruce, vétéran de la Première Guerre mondiale, né en 1894 à Saint-Louis, dans le Missouri. Officier d'infanterie au sein des forces expéditionnaires américaines, il avait reçu la Distinguished Service Cross pour des actes d'héroïsme exceptionnels en France en 1918, notamment lors de la contre-offensive de l'Aisne-Marne. Il avait mené sa compagnie sous un feu nourri de mitrailleuses, réorganisé des unités dispersées sous les tirs ennemis et poursuivi l'attaque malgré ses blessures. Bruce savait ce que les mitrailleuses et l'artillerie faisaient aux hommes exposés en terrain découvert. Il comprenait aussi que la guerre évoluait plus vite que beaucoup d'officiers ne pouvaient l'imaginer. En 1941, le général George Marshall l'intégra aux discussions stratégiques sur la manière de contrer les blindés allemands. La Blitzkrieg avait démontré l'efficacité foudroyante des offensives mécanisées. La France s'était effondrée en quelques semaines, malgré un parc de chars supérieur en nombre. La Grande-Bretagne résistait seule. L'armée américaine avait besoin d'une réponse aux divisions de Panzer qui avaient conquis l'Europe. Marshall était convaincu que Bruce pouvait la concevoir. La vision de Bruce était audacieuse, presque hérétique. Les chars ne devaient pas combattre les chars. Les engager dans des duels frontaux revenaient à gaspiller des engins précieux destinés à exploiter les percées offensives.
À la place, il proposait de créer des unités anti-chars spécialisées, maintenues en réserve au niveau du corps ou de l'armée, prêtes à être projetées rapidement vers les points critiques pour intercepter les blindés ennemis. Ces unités avaient là besoin d'une qualité essentielle, la vitesse, pas le blindage, pas une puissance de feu écrasante, la vitesse. Son raisonnement pouvait sembler paradoxal, mais il était cohérent. Un chasseur de chars n'avait pas à encaisser un coup direct, il devait éviter d'être touché. S'il arrivait sur le champ de bataille plus vite que prévu, s'il se dissimulait derrière une crête ou à l'orée d'un bois, s'il frappait par surprise avant que l'ennemi ne comprenne d'où venait le tir, puis changeait immédiatement de position, alors l'épaisseur du blindage devenait secondaire. Pourquoi transporter une protection dont on n'aurait jamais besoin ? La vitesse devenait le nouveau blindage, la dissimulation le véritable bouclier. Le premier tir, venu d'une direction inattendue, était le seul qui comptait. Dans les états-majors, l'idée provoqua un scepticisme profond. Les officiers de carrière issus des unités blindées restaient attachés à la tradition européenne. Un char devait affronter un autre char. Ils citaient les succès allemands et leurs mastodontes d'acier. Selon eux, un équipage avait besoin d'une protection solide pour combattre efficacement. Sans blindage capable d'encaisser les coups, le moral s'effondrerait. Mais Bruce bénéficiait du soutien indéfectible de Marshall et Marshall avait l'oreille du président Roosevelt. En novembre 1941, Marshall ordonna la création d'un centre tactique et de tir dédié aux chasseurs de chars. Après une vaste étude de sites possibles, Bruce choisit une zone isolée du Texas, une étendue de broussailles poussiéreuses qu'il baptisa Camp Hood, en hommage au général confédéré John Bell Hood. Le lieu deviendrait plus tard Fort Hood puis Fort Cavazos. En 1941, ce n'était qu'un terrain vide que Bruce transforma en creuset d'un nouveau type de soldat. La devise qu'il donna à cette force résumait toute la philosophie. Chercher, frapper, détruire, repérer l'ennemi avant qu'il ne vous repère, le frapper violemment pendant qu'il tente encore de comprendre d'où vient le feu, disparaître avant qu'il ne puisse riposter. Ce n'était ni la charge de cavalerie, ni la percée blindée classique. C'était la logique du prédateur embusqué. Au sommet de l'armée, le lieutenant-général Leslie McNair devint le défenseur le plus influent de cette doctrine. À partir de mars 1942, il prit le commandement des forces terrestres américaines, supervisant la formation et l'organisation de l'ensemble de l'armée. Marshall le surnomma le cerveau de l'armée, et le sobriquet lui resta. McNair considérait les canons anti-chars comme le moyen le plus économique de neutraliser les blindés ennemis. Les chars américains devaient être réservés aux offensives décisives, celles qui gagneraient réellement la guerre. Il publia des directives précises exigeant rapidité et agressivité. Les chasseurs de chars devaient rechercher et frapper les unités blindées adverses avant même qu'elles n'aient le temps de se déployer. Les atteindre lorsqu'elles étaient encore en marche, vulnérables, désorganisées. La doctrine fut officialisée en juin 1942 dans le Field Manual 18-5. L'introduction énonçait la mission sans ambiguïté. Les unités de chasseurs de chars n'ont qu'un seul objectif sur le champ de bataille, la destruction des chars ennemis. Encore fallait-il disposer d'une arme adaptée. Or, en 1941 et au début de 1942, aucun des matériels disponibles ne correspondait à la vision de Bruce et McNair. Le développement débuta en décembre 1941 avec un prototype désigné T-42. Il était équipé d'un canon de 37 mm déjà jugé insuffisant face aux blindés modernes, et utilisait une suspension Christie célèbre pour la vitesse qu'elle offrait aux chars soviétiques BT. Rapidement, il apparut que cela ne suffirait pas. En avril 1942, l'armée réclama davantage de puissance. Le T-49 reçut un canon de 57 mm monté sur une suspension à ressorts hélicoïdaux. Quelques mois plus tard, les ingénieurs allèrent plus loin encore. Le T-67 embarquait un canon de 75 mm dans une tourelle ouverte propulsée par 2 moteurs Buick, développant ensemble 330 chevaux. Les essais furent encourageants, mais déjà dépassés par l'évolution du blindage allemand. Les rapports de renseignement indiquaient que les nouveaux chars ennemis possédaient un blindage frontal que le 75 mm ne perçait plus de façon fiable. Il fallait encore progresser. En janvier 1943, le département de l'armement lança le développement d'une version définitive, le T-70.
Cette fois, la suspension à barre de torsion assurait une meilleure mobilité tout-terrain et un confort accru pour l'équipage lors des longues marches. Le moteur, un Continental R 975 en étoile, le même type que celui utilisé sur de nombreux avions américains, délivrait 350 chevaux dans les premières versions, puis jusqu'à 400 avec suralimentation. Surtout, le T-70 était armé d'un canon de 76 mm, nettement plus performant que le 75 mm standard. C'était cette pièce qui équiperait plus tard les Sherman modernisés, offrant enfin aux forces américaines une arme capable de menacer sérieusement les blindés lourds allemands à des distances de combat réalistes. Fait surprenant, le véhicule naquit dans un lieu inattendu, le studio de design de Harley Earl chez Buick à Flint. Earl était célèbre pour ses automobiles civiles aux lignes élégantes et au chrome scintillant. Désormais, son équipe dessinait une machine de guerre. Ils créèrent également l'emblème du félin bondissant qui ornerait les insignes et donnerait au véhicule une identité propre. Le service marketing de Buick lui trouva un nom, Hellcat. Les essais se déroulèrent sur le terrain d'épreuve de Milford, propriété de General Motors. On utilisa des méthodes issues de l'industrie automobile autant que des protocoles militaires. Les prototypes roulèrent sur des pistes ovales inclinées, franchirent des obstacles, traversèrent près de 2 mètres d'eau, percutèrent des structures pour tester la solidité de la caisse. Le premier T-70 de pré-série fut livré en avril 1943. La production débuta en juillet à l'usine Buick de Flint. Les ouvriers appliquèrent les techniques de fabrication en grande série perfectionnées durant des décennies dans l'automobile civile, une maîtrise industrielle que l'Allemagne, malgré sa réputation d'excellence technique, ne parvint jamais à égaler. En novembre 1943, au pic de production, 267 Hellcat sortirent des chaînes en un seul mois. En octobre 1944, lorsque la production cessa, 2507 M18 Hellcat étaient sortis des chaînes. Le programme initial en prévoyait près de 9000, mais plusieurs facteurs en décidèrent autrement. Le canon de 76 mm montrait déjà ses limites face aux blindages allemands les plus récents. L'armée réduisait parallèlement le nombre de bataillons de chasseurs de chars automoteurs. Quant aux Alliés, ils manifestèrent peu d'enthousiasme dans le cadre du pré-bail. 2 exemplaires partirent en Grande-Bretagne, 5 en Union soviétique, guère davantage. Sur le papier, les caractéristiques du Hellcat semblaient incohérentes, presque absurdes, à moins que ses concepteurs n'aient perçu quelque chose que leurs détracteurs ignoraient. Sa vitesse maximale réglementaire atteignait 55 miles à l'heure sur route, soit près de 90 km/h, avec une allure soutenue autour de 80 km/h. Cette performance reposait sur une transmission automatique innovante, la Torquematic 900T. L'une des premières du genre installée sur un véhicule militaire. Le conducteur n'avait pas à jongler avec des changements de vitesse complexes. Il pointait l'engin dans la direction voulue et accélérait. En terrain accidenté, il pouvait encore filer à plus de 40 km/h. Aucun char au monde ne rivalisait avec une telle mobilité. Le Sherman plafonnait à environ 48 km/h dans des conditions idéales. Le Panther atteignait théoriquement 55 km/h, mais seulement lorsque sa transmission capricieuse coopérait. Le Tiger, lui, peinait à dépasser les 40 km/h et tombait fréquemment en panne lors des longues marches. Le Hellcat, en revanche, pouvait distancer n'importe quel blindé sur le champ de bataille. Il arrivait sur un secteur menacé alors que les Panzers étaient encore en route. Il rompait le contact et s'éclipsait dès que la situation se dégradait. La vitesse n'était pas seulement un atout tactique, c'était une capacité stratégique qui redéfinissait le rôle même du chasseur de chars. Avec un poids d'environ 17 tonnes en ordre de combat, près de 37 500 livres, le M18 ne représentait que la moitié de la masse d'un Sherman, un tiers de celle d'un Tiger, moins de 40% de celle d'un Panther. Son rapport poids-puissance était exceptionnel pour l'époque. Mais le blindage faisait frémir quiconque examinait les chiffres de près. À l'avant de la caisse, 12,7 mm seulement, incliné pour favoriser les ricochets. Un demi-pouce d'acier séparait l'équipage du feu ennemi. La partie la plus épaisse du véhicule, le front de tourelle, n'atteignait que 25,4 mm. Et le dessus de la tourelle était totalement ouvert, exposant les hommes aux éclats d'artillerie, aux obus de mortier, aux grenades et aux intempéries.
Les essais menés à Aberdeen furent sans appel. À 75 mètres, 9 balles perforantes de calibre .30 sur 30 traversèrent le flanc de la tourelle. Un simple fusil d'infanterie pouvait, dans certaines conditions, tuer l'équipage. Toutes les mitrailleuses du champ de bataille représentaient une menace. Tous les canons anti-chars, tous les obus de chars, chaque Panzerfaust pouvait y percer le Hellcat à distance pratique. Même les grenades à fusil constituaient un danger mortel. Face à lui se dressaient des monstres d'acier. Le blindage frontal du Panther résistait aux canons américains au-delà de quelques centaines de mètres. Les 100 mm du Tiger exigeaient un engagement à bout portant pour espérer une pénétration fiable. Le Hellcat, lui, ne pouvait arrêter rien de plus sérieux que des armes légères. Son canon de 76 mm offrait une réelle puissance de destruction, mais à condition d'en connaître les limites. L'obus perforant standard M62 pouvait traverser environ 88 mm de blindage à 1000 yards sous un angle de 30 degrés, la norme de calcul. Les rares munitions à haute à haute vitesse à noyau de tungstène, désignées M93, atteignaient environ 135 mm dans les mêmes conditions. Concrètement, cela signifiait qu'un Panther ou un Tiger pouvait être détruit par le flanc ou l'arrière à des distances de combat réalistes. Le blindage latéral du Panther ne dépassait pas 40 à 50 mm, celui du Tiger, 80 mm. Une frappe bien placée suffisait, mais un affrontement frontal relevait presque du suicide. La plaque inclinée du Panther était invulnérable aux munitions standards de 76 mm à toute distance de combat raisonnable. Les lois de la balistique rendèrent la chose pratiquement impossible. Le Tiger, avec ses 100 mm verticaux, pouvait théoriquement être percé à moins de 500 yards, mais encore fallait-il estimer correctement la distance sous le feu ennemi, et aucun équipage de Tiger n'allait rester immobile en attendant qu'un Hellcat s'approche à portée de duel. Pendant ce temps, les canons allemands étaient redoutables à toute distance. L'obus de 88 mm du Tiger ou le long 75 mm du Panther pouvaient détruire un Hellcat à toute portée où le tireur allemand distinguait sa cible. Il n'existait aucune distance sûre en cas d'affrontement frontal. Les équipages du M18 assimilèrent rapidement cette arithmétique implacable. Ils pouvaient détruire presque tout, à condition de frapper de côté ou par l'arrière. De face, ils ne pouvaient pratiquement rien et eux-mêmes pouvaient être détruits, sous n'importe quel angle, à n'importe quelle distance. La doctrine exigeait qu'ils acceptent cette asymétrie au lieu de la redouter. Ne pas s'arrêter pour échanger des tirs. Ne pas chercher le duel héroïque célébré par les mythes de la guerre blindée. Apparaître, tirer, disparaître, frapper et se replier. La tourelle ouverte, perçue comme une condamnation à mort, offrait en réalité une conscience de la situation bien supérieure à celle des équipages allemands enfermés derrière leurs épiscopes. Les commandants de Hellcat bénéficiaient d'un champ de vision complet à 360 degrés. Ils entendaient les moteurs approcher, les chenilles crisser sur le gravier, percevaient les moindres indices que d'autres blindés se trouvaient à proximité. Ils voyaient travailler plus vite. Donc ils réagissaient les plus vite. Ils entendaient les moteurs avant même d'apercevoir les silhouettes. Le crissement des chenilles dans un virage, l'odeur âcre des gaz d'échappement trahissaient une présence proche. Leur tourelle ouverte les exposait, certes, mais elle leur offrait aussi des sens en éveil. Ils réagissaient plus vite parce qu'ils percevaient plus vite. Au printemps 1944, Camp Hood avait formé plus d'une centaine de bataillons de chasseurs de chars, des dizaines de milliers d'hommes. Andrew Bruce avait quitté le centre en mai 1943 pour prendre le commandement de la 77e division d'infanterie dans le Pacifique, mais l'institution qu'il avait créée continua de croître sous ses successeurs. Les soldats qu'elle produisait connaissaient leurs véhicules et leurs doctrines sur le bout des doigts. Ils avaient répété inlassablement les mêmes manœuvres dans la poussière du Texas central, sur les champs de tir et les terrains d'exercice. Ils savaient qu'ils n'étaient pas des tankistes. Ils étaient des chasseurs. En juillet 1944, le général Leslie McNair se rendit en France pour observer l'opération Cobra, la percée massive destinée à briser l'enclave normande. Le 25 juillet, l'aviation américaine lança un bombardement en tapis pour ouvrir la voie au roi à l'assaut terrestre. Certaines bombes tombèrent trop court. McNair se trouvait à un poste d'observation avancé auprès de la 30e division d'infanterie, évaluant l'efficacité des programmes d'entraînement qu'il avait mis en place. Une bombe frappa sa position.
Il fut tué sur le coup, devenant l'officier américain le plus haut gradé à mourir sur le théâtre européen. Sa mort fut d'abord tenue secrète. Il participait à une vaste opération de désinformation, commandant fictivement le First United States Army Group, destiné à convaincre les Allemands que la Normandie n'était qu'une diversion. Il ne vit jamais la doctrine qu'il avait défendue mise à l'épreuve dans les grandes batailles blindées qui allaient s'en suivre. L'épreuve décisive survint 2 mois plus tard, dans les champs de Lorraine. La bataille d'Haraucourt débuta le 18 septembre 1944, dans des conditions qui annulaient tous les avantages allemands. Un brouillard épais s'élevait des vallées de la Moselle et de la Seille, réduisant parfois la visibilité à moins de 10 mètres. Les chars allemands ne pouvaient exploiter leur supériorité de portée. Les tireurs ne distinguaient rien au-delà d'une distance quasi immédiate. L'avantage qui permettait aux Panthers de détruire des Sherman à 2 km avait disparu. En face se trouvaient les 111 et 113 brigades blindées allemandes, unités récemment constituées et équipées de Panthers et de Panzer 4 flambant neufs sortis d'usine. Sur le papier, ces formations semblaient redoutables. En réalité, leurs équipages avaient reçu une formation sommaire avant d'être envoyés au combat. Certains maîtrisaient mal la lecture de cartes. D'autres n'avaient jamais tiré leur canon principal dans des conditions réalistes. Ils affrontaient la 4e division blindée américaine, vétérane aguerrie intégrée à la 3e armée du général George Patton. Les chars étaient commandés par le lieutenant-colonel Creighton Abrams, futur parrain du char M, un Abrams, à la tête du 37e bataillon de chars. L'appui anti-char était assuré par le 704e bataillon de chasseurs de chars, doté de 36 M18 L4, servis par des hommes qui s'étaient entraînés précisément pour une telle situation. Le brouillard bouleversa tout ce que les Allemands croyaient savoir. Par temps clair, les Panthers engageaient les Sherman à 2 km, hors de portée efficace des canons américains. Leurs longs 75 mm frappaient avec une précision redoutable à des distances où l'ennemi ne pouvait répondre. Mais dans une brume limitant la vue à quelques dizaines de mètres, cet avantage devenait inutile. Le combat allait se jouer à des distances où le canon de 76 mm du L4 était meurtrier contre les flancs adverses. Le 19 septembre, à 7h45, le lieutenant Edwin Leiper mena un peloton de 4 M18 de la compagnie C vers la côte 246, près du village de Réchicourt-la-Petite. Les véhicules avançaient prudemment dans la brume, les équipages scrutant chaque forme indistincte. Arrivés sur les hauteurs, ils prirent position. Soudain, à moins de 10 mètres, la bouche d'un canon allemand émergea du brouillard. Le sergent Stacy, aux commandes du L4 de tête, n'hésita pas. Il tira aussitôt. Le char allemand explosa avant même que son équipage ne puisse réagir. Un second Panzer apparut, cherchant à comprendre ce qui venait de détruire le premier. Stacy l'abattit à son tour. Un troisième réussit à toucher le M18 de Stacy, blessant son équipage. Malgré les dégâts, ils parvinrent à replier leur véhicule par ses propres moyens. Un autre L4 du peloton détruisit alors le char allemand responsable. En 5 minutes à peine, 5 blindés ennemis brûlaient sur la colline. Leiper déplaça ses véhicules survivants vers une crête voisine. De là, il aperçut une colonne de Panzer progressant sur la route entre Réchicourt et Bézange-la-Petite, avançant comme si elle ignorait qu'elle entrait dans une zone de mort. Les L4 ouvrirent le feu, tout en appelant l'artillerie par radio. Les obus américains s'abattirent, ajoutant leur puissance à l'embuscade. Le sergent Henry Hardman se distingua particulièrement. Avec son seul M18, il détruisit 6 chars allemands au cours de la matinée, pour la plupart des Panthers pesant près de 3 fois le poids de son propre véhicule. Il profita du brouillard pour s'approcher, frappa les flancs vulnérables, puis changea aussitôt de position avant que les Allemands ne puissent organiser une riposte. À la fin de la journée, le peloton de Leiper, 4 chasseurs de chars, avait mis hors de combat au moins 14 véhicules ennemis, au prix de 3 M18 détruits ou gravement endommagés. Dans cette mer de brouillard, la théorie devenait réalité. Les calculs qui, en théorie, auraient dû favoriser les Allemands s'inversèrent brutalement. Le capitaine Thomas Evans, à la tête de la compagnie C, mit en œuvre une manœuvre de débordement d'une redoutable efficacité. Il utilisa son peloton de tête comme appât, acceptant qu'il attire l'attention et concentre les tirs ennemis. Lorsque les Panthers pivotèrent, pour faire face à cette menace apparente, ils offrirent à leur flanc, bien moins protégés, à un second peloton qui surgit à grande vitesse depuis d'autres axes.
Les Allemands ne pouvaient tôt pas suivre. Leurs tourelles, à rotation manuelle, étaient incapables d'accrocher des Hellcat filant à plus de 60 km/h à travers leurs champs de tir. Le temps qu'un canon de Panther s'aligne sur une cible, celle-ci avait déjà disparu, remplacée par une autre qui frappait l'arrière ou le côté opposé. Les combats se prolongèrent jusqu'au 29 septembre 1944. Les commandants allemands lancèrent attaque après attaque contre les positions américaines, convaincus que la masse et l'épaisseur de leur blindage finiraient par submerger des défenseurs plus légers. Chaque offensive suivait le même scénario. Les Panthères avançaient avec assurance, persuadés que leur protection et leur puissance de feu suffiraient. Et chaque fois, des Hellcat apparaissaient sur les flancs, tiraient à bout portant, puis disparaissaient derrière un rideau de brume ou une ligne de crête avant que les lourdes tourelles ennemies n'essaient pu se retourner. Le général Blaskowitz entra dans une colère noire. Il accusa ses commandants de Panzer de manquer d'audace et d'esprit offensif. Le général Hasso von Manteuffel, à la tête de la 5e armée blindée, tenta de lui faire comprendre que l'offensive était vouée à l'échec face aux tactiques américaines et aux conditions de visibilité désastreuses. Blaskowitz refusa d'entendre ces arguments. Les assauts continuèrent. Les Panthères brûlèrent Anna. À Haracourt, les équipages de Hellcat découvrirent, au prix d'essais meurtriers, une astuce décisive. Un tir précisément placé dans l'interstice entre le mantelet et la plaque frontale inclinée du Panther, là où l'affût du canon rejoignait la caisse, pouvait ricocher vers le bas et pénétrer dans le compartiment de conduite, tuant le pilote et son assistant, même sans perforer directement le blindage frontal. Cette technique se diffusa rapidement parmi les bataillons de chasseurs de chars, fruit d'un savoir acquis dans le feu. Le bilan final du 704e bataillon à Haracourt fut accablant pour les Allemands. 39 chars ennemis détruits contre 4 M18 perdus et 3 endommagés. Un ratio proche de 6 contre 1, confirmant que la doctrine des chasseurs de chars pouvait, dans certaines conditions, fonctionner exactement comme prévu. 2 brigades blindées allemandes, censées repousser l'armée de Patton au-delà de la Moselle, furent neutralisées en tant que force cohérente. Le capitaine Thomas Evans reçut plus tard la Distinguished Service Cross pour une action menée le 22 novembre 1944 près de Moyenvik, où, prenant le canon d'un M18 immobilisé, il détruisit personnellement 2 chars ennemis sous le feu direct. Il fut également décoré de plusieurs Bronze Stars. En 1995, il publia ses souvenirs sous le titre « Reluctant Valor, témoignage précieux sur la réalité du combat des chasseurs de chars ». Mais Haracourt ne fut ni un accident, ni une anomalie. 3 mois plus tard, dans des conditions totalement différentes, le Hellcat allait à nouveau démontrer sa valeur à un carrefour belge qui entrerait dans l'histoire militaire américaine. Le 16 décembre 1944, lorsque l'offensive allemande des Ardennes éclata, le 705e bataillon de chasseurs de chars, commandé par le lieutenant-colonel Clifford Templeton, se trouvait en réserve de la 9e armée, à une centaine de kilomètres au nord de la Percée. Personne n'imaginait que les Allemands attaqueraient à travers les forêts gelées des Ardennes en plein hiver. Ils attaquèrent et pourtant. Dès que l'ampleur de l'offensive devint évidente, le bataillon reçut l'ordre de se porter vers le sud. Il fonça vers Bastogne, nœud routier crucial que les deux camps considéraient comme vital pour le contrôle de la région. Le 20 décembre, le 705e fut officiellement rattaché à la 101e division aéroportée, venant renforcer des parachutistes arrivés quelques heures Petersapen avant les avant-gardes allemandes. Les combats les plus acharnés des premiers jours eurent lieu à Noville, petit village au nord de Bastogne, les 19 et 20 décembre. 4 M18 du 705e accompagnèrent les parachutistes du 1er bataillon du 506e régiment d'infanterie parachutiste pour soutenir une force mixte de la 10e division blindée chargée de retarder l'avance allemande. La course vers Noville fut l'un des rares exemples documentés d'utilisation opérationnelle de la pleine vitesse du M18 en conditions de combat. Les Hellcat foncèrent vers le nord, dépassant la progression de la 2e division Panzer et atteignant le village juste à temps pour organiser leur position défensive avant l'arrivée massive des blindés ennemis. À Noville, les forces américaines combinées, Sherman de la 10e division blindée, M18 des 705e et 609e bataillons, parachutistes et artillerie d'appui, livrèrent un combat retardateur désespéré. Environ
30 chars allemands furent détruits, et l'attaque subit de lourdes pertes. La capacité du Hellcat à tirer depuis une position, à bondir à toute vitesse vers une autre, puis à réapparaître sous un angle totalement différent, persuada les Allemands qu'ils faisaient face à une force blindée bien plus importante que celle qui défendait réellement le village. Ce délai offrit à la 101e division aéroportée des heures précieuses pour organiser la défense circulaire de Bastogne. Le matin de Noël 1944, les forces allemandes lancèrent une offensive majeure près des villages de Champs et d'Emerul, cherchant à percer vers Bastogne par l'ouest. Le sergent Lawrence Valletta, à la tête d'un Hellcat de la compagnie de reconnaissance du 705e bataillon, fit avancer son M18 dans Champs et utilisa son canon de 76 mm comme une pièce d'artillerie à tir direct. Il réduisit méthodiquement en ruine les bâtiments abritant l'infanterie allemande et neutralisa plusieurs nids de mitrailleuses qui clouaient au sol les parachutistes américains. Plus tard dans la journée, 18 Panzer IV de la 15e division Panzergrenadier lancèrent l'assaut sur Emerul, l'attaque blindée la plus sérieuse de ce 25 décembre. La riposte combinée des M18 de la compagnie B, des chars Sherman et des parachutistes du 502e régiment d'infanterie aéroportée stoppa net l'avance allemande dans les champs ouverts. Pratiquement toute la force blindée engagée fut détruite. Ce fut l'une des défenses les plus déséquilibrées et les plus décisives de la bataille des Ardennes. Durant le siège de Bastogne, du 18 décembre 1944 au 18 janvier 1945, le 705e bataillon de chasseurs de chars revendiqua la destruction d'environ 40 blindés allemands, pour la perte de 6 M18. Un ratio proche de 7 contre 1, obtenu dans certaines des conditions défensives les plus désespérées que les forces américaines aient connues en Europe. Le bataillon reçut la Distinguished Unit Citation, plus tard renommée Presidential Unit Citation. Dans son célèbre message de Noël aux défenseurs de Bastogne, le général Anthony McAuliffe mentionna explicitement le 705e comme un camarade d'armes digne des parachutistes, dont le nom est devenu indissociable de la défense de la ville. Un chiffre plus large illustre encore l'efficacité des chasseurs de chars automoteurs dans les Ardennes. Sur 119 chasseurs de chars américains perdus pendant toute la bataille, 86 étaient des canons tractés. Seulement 33 étaient des véhicules automoteurs. Les pièces tractées ne pouvaient se redéployer rapidement lorsque la situation évoluait. Elles ne pouvaient appliquer la tactique du tirer et décrocher qui faisait la force du M18. Elles ne pouvaient fuir lorsque l'ennemi menaçait de les submerger. Cette différence pesa lourd. En janvier 1945, la décision fut prise de convertir dès que possible tous les bataillons encore équipés de canons tractés en unités automotrices. Le lieutenant-colonel Clifford Templeton, qui avait dirigé le 705e avec tant d'efficacité à Bastogne, fut tué au combat le 1er mars 1945 en Allemagne. Il ne vit jamais la victoire finale à laquelle son unité avait contribué. D'autres bataillons écrivirent à leur propre page dans l'histoire du M18, en Europe comme dans le Pacifique. Le 704e bataillon de chasseurs de chars, activé le 15 décembre 1941 à Campaign, dans l'État de New York, fut rattaché la majeure partie de la guerre à la 4e division blindée. En mai 1944, il devint la première unité du théâtre européen à recevoir le M18. Ces équipages avaient même testé les prototypes T-70 pour Buick avant le lancement de la production, accumulant des mois d'expérience avant leur baptême du feu. Débarqué à Utah Beach les 12 et 13 juillet 1944, le 704e participa à l'opération Cobra, à la campagne de Lorraine qui le rendit célèbre à Haraucourt, à la contre-offensive des Ardennes, au combat de la ligne Siegfried, puis à la progression finale vers la Bavière. En 10 mois de combat presque ininterrompus, il détruisit un nombre considérable de blindés ennemis. Le 603e bataillon de chasseurs de chars, activé en mars 1941 et rattaché à la 6e division blindée, entra en France à Utah Beach les 21 et 22 juillet 1944. Il combattit lors de l'opération Cobra en Bretagne, en Lorraine et dans les Ardennes. Son soldat le plus décoré fut le caporal Arthur Bayer de la compagnie C, qui reçut la Medal of Honor pour ses actions du 15 janvier 1945 près d'Arloncourt, en Belgique. Sa citation relate un courage individuel exceptionnel sous un feu intense et sur une longue distance.
À bord de son M-18, il utilisa d'abord son canon de 76 mm pour réduire au silence une position de mitrailleuse qui bloquait l'avance de l'infanterie américaine. Puis il quitta son véhicule et lança seul l'assaut contre les positions ennemies. Il parcourut près de 200 mètres pour détruire un premier nid de mitrailleuses, puis encore 250 mètres pour en éliminer un second. Progressant le long d'une crête tenue par l'ennemi sur près de 400 mètres, il tua 8 soldats allemands au corps à corps et captura 18 prisonniers, dont 2 équipes armées de bazookas qui auraient pu détruire son chasseur de chars si elles n'avaient pas été neutralisées. Le président Harry Truman lui remit la Medal of Honor lors d'une cérémonie à la Maison-Blanche le 23 août 1945. Le 603e fut également témoin d'un des moments les plus bouleversants de la guerre. Le 11 avril 1945, des éléments du bataillon participèrent à la libération du camp de concentration de Buchenwald, découvrant de leurs propres yeux les horreurs systématiques que les soldats américains combattaient depuis des années. Au total, le bilan opérationnel du M-18 Hellcat sur l'ensemble des théâtres d'opération produisit des chiffres qui, sinon la doctrine, du moins les équipages, pouvaient être revendiqués comme une justification. Selon les rapports après action compilés par l'historien militaire Steven Zaloga, les unités équipées de gendarmes de M-18 revendiquèrent la destruction de 526 véhicules ennemis. Sur ces 526 destructions revendiquées, 498 eurent lieu sur le théâtre européen, 17 en Italie et 11 dans le Pacifique contre les blindés japonais. En face, 216 M-18 furent perdus au combat. Cela donnait un ratio global d'environ 2,4 pour 1. Le meilleur taux revendiqué de destruction par rapport aux pertes pour un char ou chasseur de chars américain durant la Seconde Guerre mondiale. Le paradoxe du Hellcat résidait là. Il se montra redoutablement efficace dans des missions pour lesquelles il n'avait pas été conçu, tandis que le rôle défensif anti-char centralisé imaginé par sa doctrine d'origine se matérialisa rarement comme prévu. Après-guerre, les évaluations furent dépourvues de complaisance. Le General Board du théâtre européen étudia 39 bataillons de chasseurs de chars et conclut qu'ils avaient presque toujours été employés en dehors du cadre doctrinal initial. Les grandes offensives blindées allemandes, que Bruce et McNair imaginaient contrer par des réserves mobiles concentrées, ne se produisirent pratiquement jamais sous la forme anticipée, du moins à partir du moment où les forces américaines furent pleinement engagées en Europe. En 1944, l'Allemagne combattait surtout sur la défensive. Au lieu d'être massés pour intercepter des percées, les chasseurs de chars furent dispersés pour soutenir les divisions d'infanterie, section par section. On les utilisa comme artillerie mobile. On les plaça dans des positions défensives fixes où leur blindage mince devenait un handicap plus qu'un atout. Ils assurèrent des missions d'appui à l'infanterie pour lesquelles leurs tourelles ouvertes les exposaient dangereusement aux éclats et aux tirs légers, tandis que leur dotation en munitions limitées réduisait leur efficacité prolongée. Interrogés après la guerre, les commandants de divisions d'infanterie exprimèrent unanimement leur préférence pour l'appui des bataillons de chars plutôt que celui des chasseurs de chars. Un char pouvait encaisser un coup qui aurait détruit un Hellcat et continuer à se battre. Sa tourelle fermée protégeait l'équipage des éclats d'artillerie et des armes légères omniprésentes dans le combat d'infanterie. Et surtout, il se révélait plus polyvalent dans l'éventail complet des missions. Le comité Stilwell formula un jugement institutionnel sans appel. Le chasseur de chars automoteur à blindage léger avait un rôle trop limité pour justifier son développement futur, dès lors que des chars pouvaient désormais embarquer une puissance de feu équivalente. Pourquoi concevoir un véhicule spécialisé ne servant efficacement qu'à détruire des chars, quand on pouvait produire un char capable de combattre les blindés tout en survivant dans les affrontements d'infanterie ? Le centre des chasseurs de chars de Fort Hood, né des plaines poussiéreuses façonnées par Andrew Bruce, ferma le 10 novembre 1945. Le dernier bataillon fut dissous en 1946. La doctrine qui avait donné naissance au Hellcat fut officiellement abandonnée. La branche des chasseurs de chars disparut comme entité distincte de l'armée américaine. En 1985, l'historien militaire Christopher Gabel, dans une étude majeure publiée par le Combat Studies Institute, estima que la doctrine des chasseurs de chars souffrait d'un défaut fondamental dès l'origine.
Ces concepteurs avaient élaboré une réponse doctrinale à partir d'une compréhension imparfaite de la guerre mécanisée interarmes. Ils avaient conçu une solution pour un problème qui ne se présenta jamais sous la forme imaginée. Les grandes vagues de Panzer qu'ils se préparaient à briser ne survinrent pas comme prévu. Steven Zaloga se montra encore plus sévère. Selon lui, le M-18 était un engin au concept déséquilibré et son impressionnant bilan devait davantage à la formation et à l'engagement de ses équipages qu'à la clairvoyance de ses concepteurs. Les hommes y avaient su tirer parti de la machine malgré ses limites, et non grâce à elle. Pourtant, les chiffres bruts racontaient une histoire plus nuancée qu'un simple échec doctrinal. Lorsque les circonstances correspondaient Kreutmann et réellement aux hypothèses initiales, dans le brouillard d'Haracourt, où les avantages de portée étaient annulés, ou dans la course désespérée vers Bastogne, le M-18 se révéla redoutable. Les performances du 704e à Haracourt et le rôle crucial du 705e à Bastogne démontrèrent ce que le L4 pouvait accomplir lorsqu'il était employé selon sa logique propre. L'échec ne venait pas tant de la machine que de l'idée que la guerre moderne offrirait régulièrement les conditions idéales pour l'utiliser comme prévu. Le M-18 poursuivit d'ailleurs sa carrière bien après la disparition de la branche américaine des chasseurs de chars. La Yougoslavie reçut environ 240 L4 dans le cadre de programmes d'assistance militaire et les conserva en réserve pendant des décennies, stockés comme matériel de guerre en cas d'invasion. Ils restèrent ainsi en dépôt durant toute la guerre froide. Puis, en 1993, au cours des guerres yougoslaves, les forces serbes démontrèrent combien un L4 correctement entretenu pouvait rester dangereux. Des cheminots de Knin transformèrent un train en convoi blindé improvisé, baptisé le Krajina Express, en installant des armes sur des wagons renforcés. En 1993, ils y ajoutèrent un M-18 complet, dont le canon de 76 mm fonctionnait encore pleinement après près d'un demi-siècle. Le train embarquait aussi des canons de 20 et 40 mm, des lance-roquettes et des missiles anti-chars guidés. Il opéra dans la région de Bihac contre les forces croates et bosniaques jusqu'en août 1995, lorsque l'opération Tempête permit aux forces croates de reprendre le contrôle de la Krajina. L'équipage s'aborda alors le train pour éviter sa capture. Taïwan, de son côté, utilisa plus de 200 M-18 comme ossature de ses forces blindées, notamment lors des crises du détroit de Taïwan en 1954 et 1958. Le L4, avec sa combinaison de vitesse et de puissance de feu, s'adaptait bien aux routes et aux exigences défensives de l'île. L'alliance de vitesse et de puissance de feu du L4 correspondait parfaitement aux besoins défensifs de l'île et à son réseau routier dense. Lorsque les M-18 furent finalement retirés du service de première ligne, les ingénieurs taïwanais récupérèrent leurs tourelles pour les installer sur des châssis anti-aériens M42 Duster donnant naissance aux chars légers type 64. Ainsi, l'héritage opérationnel du L4 se prolongea encore dans une nouvelle génération de blindés. Pendant près de 40 ans, le M-18 conserva le record américain du véhicule blindé chenillé le plus rapide, jusqu'à ce que le char de bataille M, un Abrams, dépasse sa vitesse sur route dans les années 1980. Après la guerre, les Apachemas, les équipages de L4 regagnèrent la vie civile. Ils retournèrent s'installer dans les fermes, les usines, les bureaux à travers les États-Unis. Ils fondèrent des familles, bâtirent des carrières, vieillissent en silence. La plupart parlèrent peu de ce qu'ils avaient vécu à bord de machines qui, sur le papier, auraient dû être des pièges mortels, et qui pourtant ne l'avaient pas toujours été. La branche des chasseurs de chars avait disparu. Les véhicules furent ferraillés ou vendus à des armées étrangères. La doctrine qu'ils avaient apprise et maîtrisée fut officiellement rejetée, puis oubliée. Mais certains se souvinrent. Des associations d'anciens combattants entretenaient la mémoire à travers des réunions qui se poursuivirent pendant des décennies. L'association des tanks-destroyers conserva archives et témoignages, sauvant de l'oubli des récits qui auraient autrement disparu, car la leçon de leur expérience ne mérite pas d'être effacée. L'erreur allemande face aux chasseurs de chars américains ne fut pas seulement une défaillance du renseignement tactique, ce fut un manque d'imagination. Les commandants allemands observaient les blindés américains et voyaient un blindage trop mince pour résister à leurs canons. Ils voyaient en des tourelles ouvertes exposées aux éclats et aux intempéries. Ils voyaient en des véhicules qui semblaient invulnérables selon tous les critères sacrés de leur doctrine blindée.
Ils ne voyaient en pas la doctrine qui rendait l'épaisseur du blindage secondaire en évitant simplement d'être touchés. Ils ne voyaient pas des équipages formés à livrer un type de combat totalement différent de celui pour lequel les Panzers avaient été conçus. Ils ne voyaient pas la souplesse institutionnelle qui permettait aux forces américaines d'adapter leurs tactiques aux circonstances au lieu de forcer la réalité à entrer dans un cadre préétabli. Ceux qui méprisaient les chasseurs de chars américains, les jugeant insuffisamment protégés, continuèrent à croire à la suprématie du blindage lourd. Même lorsque leurs Panthers et leurs Tigers brûlaient dans les champs de France et de Belgique, ils faisaient davantage confiance à leur certitude qu'aux preuves flamboyantes sous leurs yeux. L'histoire répète souvent cette leçon avec une régularité inconfortable. Les hypothèses de mortipode se figent en certitude, les experts deviennent prisonniers de leur propre expertise. Les armes et les tactiques qui triomphaient hier se transforment en dogmes intouchables qui échouent demain. Les généraux allemands qui avaient conçu le Tiger et le Panther étaient convaincus de maîtriser mieux que quiconque la guerre blindée. Ils avaient conquis une grande partie de l'Europe. Ils avaient anéanti les armées polonaises et françaises, infligé des pertes colossales à l'Union soviétique. Leur méthode avait fonctionné, elle avait fait ses preuves. Lorsqu'ils rencontrèrent un adversaire qui ne correspondait pas à leur schéma mental, ils y virent une erreur américaine, non un défi délibéré à leurs convictions. Pour eux, un blindage mince signifiait équipage condamné. Une tourelle ouverte signifiait vulnérabilité. La vitesse ne pouvait remplacer la protection. Leur expérience était immense, et c'est précisément ce qui la rendait dangereuse. Les Américains qui conçurent le Hellcat comprenaient autre chose. Ils comprenaient que la guerre récompense ceux qui s'adaptent le plus rapidement aux circonstances nouvelles, que la prochaine bataille ne ressemblera jamais exactement à la précédente, que le courage, la compétence et le contexte peuvent parfois peser davantage que l'acier et la puissance brute. Ce n'était pas une intuition exclusivement américaine. C'était simplement une intuition que les Américains saisirent à cet instant précis, donnant naissance à une arme qui fonctionna en dépit de presque tous les principes tenus pour évidents par leurs adversaires. Le M18 Hellcat était imparfait, discutable sur le plan doctrinal, né pour un scénario tactique qui ne se matérialisa guère comme prévu. Des équipages moururent dans des véhicules incapables de les protéger face aux armes adverses. À la lumière du recul historique, certaines décisions de conception semblent difficiles à défendre, et pourtant il fonctionna, dans le brouillard d'Haraucourt, lorsque la visibilité favorisait l'embuscade, dans la neige de Bastogne, lorsque la vitesse signifiait arriver à temps pour tenir la ligne. Chaque fois que les circonstances correspondaient à l'entraînement et à la doctrine de ces équipages, le Hellcat se révéla dévastateur. Les engins que les experts allemands avaient balayés comme de simples cercueils sur chenilles affichèrent un ratio de destruction qu'aucun char allemand, quelle que soit sa catégorie de poids, ne parvint à égaler. Les usines de Flint ont depuis longtemps changé de production. Les champs de bataille ont été labourés et replantés depuis des générations. Les hommes qui serviront de ces machines ont presque tous quitté la mémoire vivante pour entrer dans l'histoire. Mais cette histoire compte. Non pas parce que le M18 était une arme parfaite, il ne l'était pas. Cette histoire n'est pas importante parce que la doctrine des chasseurs de chars aurait été confirmée par les faits. Elle ne le fut pas, du moins pas sous la forme imaginée par ses concepteurs. Elle importe parce qu'elle révèle une vérité plus profonde sur la manière dont les nations et les armées remportent réellement les guerres. Une guerre ne se gagne pas simplement avec les meilleures armes prises isolément. Elle se gagne lorsque les armes disponibles sont employées en adéquation avec les circonstances réelles telles qu'elles évoluent sur le terrain. Elle se gagne grâce à des soldats capables de s'adapter plus vite que leurs adversaires à des situations que personne n'avait prévues. Elle se gagne grâce à des institutions qui tirent des leçons de leurs échecs au lieu de s'accrocher à des certitudes confortables. En 1944, sur le plan technique, l'armée allemande alignait des chars supérieurs à ceux des Américains. Ces équipages, aguerris par des années de combat sur plusieurs fronts, possédaient souvent une expérience considérable. Sa doctrine tactique avait été affinée au fil de campagnes menées sur 2 continents. Selon toute analyse conventionnelle, l'Allemagne aurait dû dominer les affrontements blindés face à des véhicules américains moins protégés. Elle ne domina pas. Elle perdit. Elle perdit parce que des convictions rigides empêchèrent certains commandants de reconnaître des menaces qu'ils refusaient de comprendre. Elle perdit parce qu'une doctrine figée ne sut pas s'adapter à des défis tactiques inattendus.
Elle perdit parce qu'elle avait conçu des armes optimisées pour la guerre qu'elle pensait livrer, et non pour celle qui se présenta réellement. Le M18L4 n'était pas l'arme que l'on attendait victorieuse. Trop rapide, trop léger, trop exposé. Il semblait contredire tous les principes que les experts de la guerre blindée avaient établis au prix du sang. Et pourtant, entre les mains d'équipages assez courageux pour exploiter ses qualités atypiques et assez lucides pour compenser ses faiblesses évidentes, il devint l'un des plus redoutables destructeurs de chars de la Seconde Guerre mondiale. Si cette histoire vous a autant marqué que nous, prenez un instant pour soutenir sa transmission. Cela nous aide à faire connaître d'autres récits oubliés de la Seconde Guerre mondiale à ceux qui s'intéressent à l'histoire. Abonnez-vous pour rester en contact avec ces histoires méconnues qui méritent d'être rappelées. Chaque récit compte, chaque sacrifice mérite reconnaissance. Nous serions heureux de vous lire. Anciens combattants, familles, historiens ou passionnés d'histoire militaire, vous participez ici à quelque chose de précieux. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous et merci de contribuer à faire vivre ces mémoires pour les générations qui ne connaîtront jamais les hommes qui les ont écrites.